amygdales sont très importantes. Et pour vous montrer en fait à quel point elles sont très fortes et leur rôle, je vais vous démontrer que, bon, tantôt, Madame Bouchard a expliqué le background que j'ai au niveau de mes connaissances. Vous avez entendu, j'ai quelques diplômes. Donc normalement, je devrais avoir un intellect qui n'est pas trop mauvais. Et grâce à mon intellect, je vais me laisser tomber en arrière. Je ne suis pas capable. Et d'ailleurs, pour vous, vous avez... Ça a augmenté aussi votre degré de stress. Simplement de me voir faire quelque chose, vos propres amygdales ont réagi. Mes amygdales, elles sont plus fortes que ma volonté. Si je suis dans une situation dans laquelle je me sens en insécurité, ou que mon cerveau sait très bien qu'en me laissant tomber en arrière, c'est dangereux pour l'intégrité de mon corps et surtout de mon cerveau, ils vont déclencher un comportement de protection. Donc la plupart des comportements, vous allez voir chez les jeunes enfants, mordre, pincer, crier, bouger, sont pour la plupart du temps déclenchés par les amygdales. Les amygdales, leur rôle, c'est sur base de l'expérience transmise d'un point de vue génétique ou simplement l'expérience de vie tout court, d'accord? C'est de pouvoir déclencher des moyens de survivre dans un environnement dans lequel l'enfant doit s'adapter. Vous pouvez avoir des enfants qui sont violentés à la maison. Ils vont être en hypervigilance parce qu'il faut savoir d'où va venir le coup. Les amygdales vont continuellement amener cette hypervigilance, cette manière d'essayer de trouver, ok, où est-ce que je suis vraiment en danger là cette fois-ci? Ok, non, Madame Caroline est encore en train de me crier dessus. Aïe, 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 ça va vraiment pas. Et moi, je suis capable de pouvoir mettre des mots là-dessus. Mais l'enfant, lui, dans cette petite boule d'émotion, comme vous l'avez vu chez les cocos. Et ce qu'il faut faire aussi attention, c'est que les amygdales ne réagissent pas uniquement aux situations qui sont plates. Elles réagissent également aux situations qui sont le fun. Dans le sens que la partie rouge, elle réagit essentiellement aux situations qui sont potentiellement dangereuses ou menaçantes, mais la partie violette, qui est ici, c'est déclenché par le plaisir. Et c'est pour ça, tantôt, vous voyez plusieurs des enfants commencer à bouger, leur stress qui en même temps c'est le fun, parce que bouger, danser, il y a une partie de stress qui va être là. Et leur besoin de bouger, c'est parce qu'ils étaient dans le plaisir. Et ce plaisir-là, ben, il va aussi déclencher des comportements que l'enfant n'arrivera pas facilement à restreindre, surtout si ce sont les amygdales. Tu sais, les petits enfants qui étaient là, ils ne se sont pas dit « Ok, moi, intellectuellement, je vais commencer à danser, je vais regarder dans le fond de mon fond, dans le fond de mon moi. Oui, peut-être que si je bouge le pied, ok, madame, est-ce qu'elle est en train de me regarder? Oui, non. Elle ne me regarde pas. Ok, je vais le faire. À ce moment-là, je vais attirer son attention. » L'enfant va réagir dans beaucoup de situations. Il va activer toute une série de comportements qui vont être déclenchés aussi bien par des choses qui sont le fun que par des choses qui ne sont pas le fun. Alors, comment ça joue? En fait, là où ça va jouer, c'est que ça va se baser sur les systèmes archaïques avec lesquels on a évolué d'un point de vue phylogénétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où les mammifères sont apparus sur la planète, ils étaient tout petits, paraît-il, ils n'étaient pas nécessairement plus gros que des écureuils, et le danger à ce moment-là, majeur, c'était les reptiles, les bronchiosaures, les dinosaures. Vous vous souvenez de Jurassic Park? Beau petit film? Vous n'avez pas eu trop peur? Oui, ok, c'est normal, c'est un film d'anticipation, un peu un film d'horreur, ok? Et ça marche très bien. Vous avez le quintet habituel, vous avez le papa, enfin scientifique, une maman, un petit gars, une petite fille, et vous avez le cow-boy de service. Ils sont dans leur jeep, la jeep tombe en panne, arrive un bronchiosaure. Le scientifique dit, arrêtez de bouger. Ils sont 4 à arrêter de bouger. Mais le cow-boy dit, moi je vais aller me cacher dans la bécosse. Arrive le bronchiosaure. Qui est-ce que le bronchiosaure mange? Les 4 personnes à vue à côté de la jeep ou celui qui est dans la petite bécosse? Celui qui est dans la petite bécosse. Tout simplement parce que les reptiles ont une capacité de voir les proies en mouvement et qui s'arrêtent. Donc, voir et ne pas voir fait en sorte que le reptile sait où est sa proie. Donc, il va pouvoir manger ceux qu'il a vus bouger et s'arrêter, même s'il est caché.
C'est un système visuel dont on a encore bien besoin pour jouer au baseball, pour jouer au tennis, pour pouvoir se déplacer. Quand on conduit notre véhicule, on utilise encore ce système visuel-là qui nous permet de nous déplacer de manière efficace. Mais donc, à l'époque des bronchiosaures, les premiers mammifères ont appris que pour pouvoir survivre, il faut figer. C'est ce qui peut arriver quand vous avez quelqu'un qui traverse la rue, quelqu'un klaxonne, la personne va figer, au mépris de se faire frapper par la voiture. C'est un vieux mécanisme de défense qui va être là. Vous avez des enfants qui sont figés en classe et qui vont éventuellement partir dans la lune. Pour comprendre ça, regardez, c'est ce qu'on devrait faire si on était face à un ours. Si je suis face à un ours, la seule manière de pouvoir m'en sortir, c'est de faire le mort. Alors, je vous mets au défi d'être reniflé par un ours, de sentir son souffle, sa bave dans le cou. Lui ne sait pas encore trop s'il va venir vous croquer ou pas. Vous ne serez pas capable de pouvoir rester conscient. Ah waouh, quelle expérience transcendantale. Vous allez vous dissocier, vous allez partir ailleurs, vous allez vous souvenir de vos vacances à Punta Cana ou à Cuba ou n'importe où ailleurs, plutôt de vous souvenir ou d'être présent à ce moment-là parce que c'est trop angoissant. Et donc vous avez plein d'enfants qui aujourd'hui sont dans des groupes, sont pas bien, ne savent pas l'exprimer, ne savent pas comment en parler, puis pouf, ils partent dans la lune. Ça n'a rien à voir avec un déficit d'attention. C'est juste une manière de gérer de l'anxiété. Les dinosaures disparaissent, nos ennemis deviennent les tigres aux longues dents, les mammouths, les loups, les lions. Puis eux, c'est des mammifères, ils nous voient, qu'on soit en mouvement ou pas, ils nous voient, quoi qu'il arrive. Donc, dans une situation de danger, il faut que je revoie, est-ce que je suis capable d'attaquer l'autre ou je ferais mieux de m'enfuir? Dans un cas comme dans l'autre, autant dans le premier mécanisme de défense, c'est simplement, je vais amener une respiration plus lente, mon cœur va ralentir, je vais envoyer mon sang dans mon ventre, ce qui va presque déclencher comme une phase d'endormissement, d'accord, d'où je pars dans la lune. Autant si je dois me mesurer à l'autre, mais mon cœur va battre plus vite, je vais respirer plus rapidement, je vais envoyer le sang dans mes jambes et dans mes poings pour me défendre. Et c'est là que vous avez des enfants qui sont sur leur chaise, on leur demande de rester sur la chaise pour écouter une histoire de petite fée dont ils n'en ont rien à foutre. Hein? Et alors là, ils commencent à bouger, d'accord? Donc ils commencent à bouger, ils bougent, ils bougent, ils bougent, ils bougent, ils bougent. C'est juste parce que tout leur corps leur dit « bouge, tu es en danger ». Mais ils ne peuvent pas se confronter au professeur ou à l'éducatrice, ils vont se faire chicaner. Ils ne peuvent pas non plus sortir de la classe ou du groupe, parce que là aussi, ils vont se faire chicaner. Donc, ils ont une danse sur leur chaise qui est bien embêtante, juste parce que leur degré de stress est trop élevé. Et il y en a qui vont jouer les deux, qui peuvent avoir une tendance plutôt taciturne quand ils sont à la maison ou en classe, et d'avoir l'autre tendance quand ils sont ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la personnalité bipolaire. Tracassez-vous pas, ça fait partie d'une plein de manières différentes de gérer le stress. Et ça fait partie de notre vie, ça fait partie également pour nous encore de nos réalités. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est si l'enfant est capable de pouvoir contenir un petit peu d'émotion, d'accord? Le cercle rouge étant la capacité de l'enfant de pouvoir justement contenir une émotion sans avoir besoin de ses amygdales. Quand il est dans la cour de récréation, s'il y a quelque chose qui se passe avec difficulté, mettons qu'il se dispute pour avoir un petit vélo, ou on lui a piqué son ballon, ou il y en a un qui lui a dit « t'es plus mon ami aujourd'hui », l'enfant, lui, reste avec trop d'émotions. Donc ça déborde. Et quand ça déborde, veut pas, il a besoin de Mademoiselle Chiffre. C'est nous, l'adulte, qui sommes la personne la plus importante dans ce moment-là. C'est notre capacité de rester en contact avec l'enfant, de rester présent avec l'enfant, qui fait en sorte que l'enfant va être capable de gérer son émotion. Nous sommes le contenant de l'émotion. Votre meilleure amie, quand vous avez un chagrin, elle est votre contenant. Le psy, c'est le contenant du patient qui est accompagné. Donc, toute notre vie, on va avoir besoin de gens autour de nous, parfois parce que ça va déborder. Et l'enfant n'a pas un cerveau suffisamment développé pour être capable de pouvoir vivre les mille et une aventures qu'il vivra quand il sera adulte. Il faut du temps pour que l'enfant puisse arriver à développer toutes les connexions nécessaires pour qu'il soit capable de gérer les émotions de manière adéquate. Donc si quelque chose qui peut être éventuellement difficile à vivre chez un enfant, il y a plus d'espace, il y a plus de...
plus de possibilités d'absorber les choses difficiles. La chose difficile est toujours là, mais le cerveau est un peu mieux fait. Et quand on est adulte, en général, on a un peu plus de possibilités. Et pour ça, il faut arriver à développer notre partie préfrontale. La partie préfrontale du cerveau va avoir cet effet de tempérance. Et oui, parfois, vous avez des enfants qui sont impulsifs dans une classe ou dans un groupe. Et c'est une bonne chose d'être impulsif. Mesdames, vous êtes quelques-unes, ok? Messieurs, on est un peu moins dans la salle aujourd'hui. Imaginez que nous sommes en train de faire la chasse dans le bois à côté et que le village, là où sont nos blondes, se font attaquer par la tribu ennemie. On est-tu chanceux? On est sauf, nous? Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir? Pas sûr? Pourquoi? C'est parce que nous, on est réfléchi, on prend le temps de mesurer. Si redescendre dans le village, on va se faire tuer. Donc autant rester bien planqué dans le bois. Oui, mais écoute, on a utilisé notre préfrontal, on a réfléchi à nos actes, aux conséquences de nos actes. L'impulsivité, elle sert à ça. L'impulsivité, elle fait en sorte que les hommes, quand le village est attaqué, au mépris de leur vie, ils vont redescendre vers le village pour sauver femmes et enfants. L'impulsivité, elle sert au fait qu'un papa va sauter dans une rivière, et si papa n'est pas là, maman va le faire, pour sauver son enfant qui vient de tomber dans l'eau. L'impulsivité, elle sert au jeune homme qui, au bord du plan d'eau à Chambly, a plongé dans l'eau, au mépris de sa vie, pour sauver une jeune femme qui est en train de dériver sur le côté. Alors qu'il y en avait deux autres qui étaient en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? Mais le jeune gars de 20 ans ou 25 ans qui a plongé, c'est grâce à son impulsivité qu'il a sauvé la jeune fille. Donc l'impulsivité de nos garçons, parfois de nos petites guerrières aussi, dans nos classes ou dans nos groupes, elle fait partie des choses qui font en sorte que l'humanité, elle existe encore. Il faut juste apprendre à canaliser ça. Et si l'enfant apprend à bien le canaliser, à ce moment-là, il va en faire un outil. Et s'il peut en faire un outil, ça va être une ressource au moment approprié. Et pour ça, il faut en fait que l'enfant vive, grandisse, se développe dans un environnement qui lui paraît sécuritaire. Si l'environnement ne lui paraît pas sécuritaire, il va mal réagir. C'est normal, ses amygdales vont prendre le contrôle de ses comportements. Et si le sang va envoyer des bons nutriments et de l'énergie dans le cerveau, mais il va envoyer l'oxygène et l'énergie, les nutriments, dans les zones de protection plutôt que dans les zones préfrontales. Donc plus un enfant est dans une situation dans laquelle il ne se sent pas bien, plus l'enfant se sent insécurisé par l'environnement dans lequel il est, plus ses réactivités de petit guerrier face à un lion, face à un loup, vont être optimisées. Et plus l'enfant va se sentir sécurisé, malgré que de temps en temps il y a des grandes émotions, à ce moment-là, il va apprendre qu'on peut vivre des émotions sans paniquer. Puis veut pas, nous les gars, on met pas mal d'années pour le comprendre. Bon, mesdames, vous le comprenez peut-être un peu plus vite que nous, mais bien souvent, les gars, ça prend 35-40 ans pour être capable de commencer à dealer avec nos émotions. Et encore. Parce que notre réactivité première, c'est d'être des petits guerriers au service et à la protection de l'environnement dans lequel on est. Donc, si vous voyez, c'est certain que je vous montre ici un schéma qui est relativement simplifié, d'accord? C'est beaucoup plus complexe. Voici les structures qui sont activées. Mais ce qui est certain, c'est que dans une situation qui est perçue comme dangereuse ou menaçante, c'est la voie petite, courte, qui va primer sur les autres. Et de nouveau, c'est utile. Par exemple, si je veux éviter un accident en voiture, je roule, il y en a un qui fait le zazou devant moi, mon réflexe, je n'ai pas le temps de réfléchir à ce que je dois faire. C'est un réflexe, ce sont mes amygdales qui vont me permettre d'éviter éventuellement l'accident. D'accord? Donc, il ne faut pas voir nécessairement toujours les amygdales comme problématiques. Et l'enfant, quand il est dans une période de crise, au moment où il vit sa période de crise, c'est la seule chose qu'il est capable de faire pour exprimer à quel point il n'est pas bien là-dedans. C'est certain qu'il y a un paquet de choses qui peuvent être derrière. Il va avoir besoin de relations saines et bienveillantes pour se sentir en sécurité, besoin de pouvoir se séparer et de s'individualiser. Il va se faire des idées de lui et de l'environnement. Madame Caroline est gentille ou elle est méchante. Monsieur Martin, il est gentil ou il est méchant. Il va essayer de se comprendre l'environnement dans lequel il est.
reconnaissance d'autrui, et puis réalisation de l'être aussi. Houston, we have a problem. Ça, c'est l'environnement dans lequel de plus en plus de nos jeunes sont en train de grandir. C'est certain que nous avons besoin de jouer pour apprendre les conduites sociales. Nous avons besoin de jouer pour apprendre plein de choses. Une des difficultés bien souvent que les enfants vont vivre, c'est qu'on les amène à calculer, à compter, mais ils manipulent de moins en moins. Comment est-ce qu'ils peuvent intégrer le nombre 4, 5, 6, 7 si la seule chose qu'ils font, c'est de répéter des chiffres les uns après les autres, comme on apprend une petite comptine? Alors c'est certain qu'ils sont fiers d'eux de compter jusqu'à 20, 25, 30, 35. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils connaissent de ça? Quand en maternelle, on leur fait vivre la journée des 100 jours et qu'on leur a demandé de faire une collection de 100 objets, ça représente quoi, 100? C'est pas intégré. Ça va commencer à s'intégrer en deuxième année primaire. Est-ce qu'on mettrait les enfants dans des situations, biologiquement, ils ne sont pas encore prêts à faire certains apprentissages? Ici, je reviens avec l'outil électronique, que ce soit Facebook, que ce soit des jeux, que ce soit un paquet de choses, ça va avoir une influence. Michel Desmurger, qui est un neuroscientifique français, a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle TV Lobotomie. Et il dit, ça prend 9 minutes le matin à regarder la télévision pour perturber les apprentissages dans la journée. Et si vous regardez Bob l'éponge, 4 minutes suffisent. Donc, on se rend compte que la manière dont l'enfant est stimulé le matin, ça va avoir une incidence sur le comportement des enfants que vous allez avoir dans vos groupes. Donc, vos éducatrices qui vont voir quelques enfants commencer à être très agressifs dès le départ, quand ils arrivent au CPE ou en garderie, mais bien souvent, ils ont regardé la télévision. Quand j'ai lu le livre de Michel Desmurger, on a pris la décision, ma conjointe et moi, d'arrêter la télévision le matin. Parce que quand ils étaient prêts, ils pouvaient regarder Toc Toc Toc. À cet âge-là, ils regardaient Toc Toc Toc. Puis on leur a expliqué ce que ça faisait. Alors ils ont accepté, parce qu'ils nous font confiance à ce niveau-là. Puis il y a 2 ans, mon fils, le plus âgé, qui avait 8 ans à l'époque, c'était la Coupe Stanley, et il voulait absolument regarder le résultat du match entre le Canadien et Boston. Qu'est-ce qu'on montre sur RDS le matin? Les batailles, les plaquages, éventuellement les buts. Donc dès qu'il a terminé son 45 secondes de télévision, quand il revient près de sa sœur et près de son jeune frère, comment est-ce qu'il réagit? Il fait des plaquages. Donc on voit le lien direct entre ce que l'enfant va voir à la télévision, l'excitation, l'activation des amygdales et le comportement qu'il va avoir. Et donc on le lui reflète. Comprends-tu pourquoi on ne te permet pas de regarder la télévision le matin? Ah ouais, ok, je comprends. C'est certain que maintenant, on a travaillé avec lui pour qu'il soit capable de pouvoir regarder 1 ou 2 minutes dans un match important. Donc il a appris à gérer autrement l'excitation de ça. Mais la plupart des enfants qui n'apprennent pas à gérer cette excitation-là, quand ils arrivent au CPE ou dans les écoles, arrivent déjà en déséquilibre sur le plan émotionnel. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un accroissement généralisé de l'anxiété. Avant l'affaire O.J. Simpson, 9% des gens se disaient anxieux. Après l'affaire O.J. Simpson, 36%. Qu'est-ce que ce brave homme a fait? Pour nous, pas grand-chose. Mais pour les États-Unis, c'est la première fois que toutes les chaînes de télévision ont décroché pour suivre à bord de leurs hélicoptères la folle poursuite à 50 km/h de la police derrière O.J. Simpson. Et les médias se sont dit « Waouh, on a trouvé la solution. On va créer des drames et on va accentuer des drames pour pouvoir arriver à avoir de l'audimat. » Par exemple, Météo Média, c'est Noël dernier, une bombe météorologique va s'abattre sur le Québec. Combien de gens sont allés regarder, ont cliqué sur le site de Météo Média pour vérifier où en était la météo? Des milliers, des milliers, des milliers et des milliers. Et chaque fois qu'on fait un clic, après, les gestionnaires de Météo Média, regardez le nombre de gens qui viennent voir notre site. Et ils vont aller chercher les commanditaires. Donc, les journaux, pour pouvoir être lus, moi je le vois de temps en temps, parce que bon, peut-être que quelques-uns m'ont vu en entrevue ou m'ont entendu en entrevue, bien souvent ça démarre d'un article qui sort dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec.
Quand c'est des mauvaises nouvelles, genre augmentation du Ritalin, pendant 2 à 3 jours, je fais 5, 10, 15 entrevues à la radio ou à la télévision. Quand on parle des bonnes choses que fait le collège, le cégep de Jonquière à propos de la psychomotricité pour aider les enfants à bien fonctionner, j'ai de la chance si j'ai une entrevue à la radio de Radio-Canada à Chicoutimi. Ça, c'est des expériences qui sont vraies. Pourquoi? Parce que les mauvaises nouvelles font en sorte qu'il va y avoir plus d'audimat et on va rouler sur la nouvelle. Donc, tout ça va faire augmenter le degré de stress de monsieur et madame tout le monde. Mais si les enfants voient le stress de papa, de maman, de l'éducatrice, du professeur, mais lui, l'enfant, il va absorber ce stress-là. Donc, il va lui avoir aussi tendance à se désorganiser un peu plus facilement. Donc, quand on regarde aujourd'hui le degré d'anxiété chez les enfants, bien, on voit que les adolescents sont plus anxieux que les enfants. Et une des manières de voir à quel point l'anxiété monte, ou tout au moins la corrélation que l'on retrouve le plus, c'est de voir, en fait, le nombre de films d'horreur qu'ils vont voir. Parce que l'enfant de 14 ans ne fait pas la distinction entre un film et la réalité. Donc, tout à l'heure, je vous taquinais, madame, mais les adolescents, c'est encore plus évident pour eux. Donc, plus ils voient des films de guerre, plus ils voient des films d'anticipation, plus ils voient des films d'horreur, et plus ils vont avoir un degré d'anxiété assez important. Ils vont se créer ce qu'on appelle le grand méchant monde. Je suis en danger. Il y a plein d'Européens qui ne veulent pas venir ici en Amérique du Nord parce que c'est trop dangereux. Ben oui, dans toutes les séries américaines, il y a toujours des morts. C'est dangereux de vivre en Amérique du Nord. Donc, ils vont avoir une perception des États-Unis, en l'occurrence du Canada aussi, qui est perturbée par ce qu'ils vont voir à la télévision. Alors, imaginez, d'accord, qu'est-ce qui se passe avec les jeux vidéo, où on entraîne les enfants à utiliser toute la structure de guerrier pour être efficace. Parce que pour pouvoir tuer des zombies, ou pour pouvoir aller très vite sur un circuit de course virtuel, il faut que j'ai mon système d'amygdale qui soit très efficace. Le seul problème, c'est qu'après, je ne suis pas capable de le débrancher. Et donc, en fait, on voit qu'il y a une corrélation entre le nombre d'heures qui est passé devant la télévision et surtout les jeux vidéo ou les téléphones intelligents, parce que ça va jouer, que ce soit au niveau du jeu ou absolument devoir chatter. Moi, je trouve ça particulier parfois. J'ai des jeunes que j'accompagne en clinique, et il faut que je confirme un rendez-vous parce qu'ils ont un examen ou ils ont quelque chose qui fait en sorte qu'ils doivent déplacer leur rendez-vous. Je leur téléphone, je m'attends à tomber sur une boîte vocale, et ils sont en classe. « Hé, je peux pas te parler trop longtemps parce qu'il y a mon professeur. » C'est parce que t'as pas cours? Si, j'ai cours, mais tu sais, regarde, je voulais pas rater ton appel. Mais combien de fois vous avez dû vivre des situations avec vos étudiants qui, normalement, à 20 ans, ils ont déjà pas mal de ressources au niveau de leur cerveau, ils ont encore 20 à 25 ans pour pouvoir maturer de manière adéquate, mais l'incapacité de se séparer de leur fameux téléphone. L'idée de rater un message. L'idée de ne pas répondre de suite. L'impulsivité avec laquelle on répond. Combien de disputes se font sur des interprétations d'un texto qui a été envoyé trop rapidement. Et tout ça, ça mène les jeunes à être dans une situation anxiogène continuelle. Et là, on a Bruno Harley et Sabine Duflo qui ont développé des cliniques pour pouvoir arriver à traiter des enfants pareils. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une augmentation systématique des symptômes du TDAH. Il va y avoir une augmentation des troubles de sommeil. Il va y avoir une augmentation de l'agressivité, développement de comportements antisociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 7-8 mois, il y a eu une vague en Californie, Belgique, France, Luxembourg, où il y avait des clowns qui faisaient peur aux gens. Ça vient de la télévision et des jeux vidéo, parce que dans plusieurs films, vous avez des clowns qui jouent le rôle de méchants, et il y a un jeu vidéo qui fait en sorte que c'est le clown qui doit arriver à être le méchant. Vous avez en Russie des groupes qui refont GTA, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, c'est probablement le jeu le plus antisocial qui existe, parce que ça apprend à nos jeunes à partir de 8 ans, parce qu'il n'y a pas de régulation, à comment violer, comment tuer, pour le plaisir, pour avoir des points. Et donc le jeune doit, avec ses manettes, faire bouger le corps de manière à pouvoir faire les actes que je viens de vous décrire. Mais il y a des enfants de 8 ans qui jouent à ça. Comment voulez-vous que ces enfants-là, quand ils arrivent à l'école, qu'ils comprennent les règles de l'école? Comment voulez-vous que les jeunes que vous avez dans vos cours, quand ils ont joué 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures en réseau,
soient capables de vous percevoir comme des personnes qui voulaient leur bien-être et leur développement. Ils ne peuvent pas faire la différence. Vous êtes devenus des zombies. Vous êtes devenus des ennemis qu'il faut tuer. Alors tous ne réagissent pas de la même manière. Bien entendu, ça va dépendre de la capacité du jeune à être capable de réguler ses émotions. Mais j'ai déjà eu plusieurs fois dans ma clinique des jeunes qui disent, tu sais, j'aimerais tellement savoir c'est quoi mettre pour de vrai une balle dans la tête de quelqu'un. Je sais qu'il ne le fera pas, mais il se pose la question parce que quelque part, le jeu virtuel, il y a un moment donné où ça s'émousse. Il y a un moment donné où ça ne déclenche plus le mécanisme dont il a besoin pour se sentir vivant. Donc il va aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Comme les jeunes filles vont de plus en plus vite, de plus en plus vite et ne peuvent plus arrêter le chatting. Parce que ça va stimuler la dopamine, ça va libérer la dopamine. Et c'est un système qu'on a besoin pour nous prouver qu'on a fait les bonnes choses. Moi, je suis un objecteur de conscience. J'ai refusé en Belgique, quand je vivais encore là-bas, d'apprendre à aller tuer quelqu'un en faisant l'armée. À cette époque-là, le service militaire est encore obligatoire. Je trouve ça stupide, les guerres. Comme dirais avec mes enfants, les discussions qu'on a, c'est quand même triste que notre société n'a pas encore trouvé d'autres stratégies pour pouvoir arriver à régler ces conflits que d'une génération à l'autre, c'est on fait, on refait et on refait la même chose. Pourtant, si on s'attaquait à ma famille, ou s'il fallait, au mépris de ma vie, que je défende mes proches, il y a un système dans mon cerveau, basé sur le système de récompense, qui dirait « c'est bien, Joël, d'être agressif. C'est bien, Joël, de frapper et éventuellement d'atteindre les choses les plus extrêmes pour pouvoir sauver les gens qui sont importants pour moi. » Et c'est ça qui est activé chez les jeunes. Le système de récompense qui libère de la dopamine est tellement activé par les jeux électroniques ou par le chatting que les enfants deviennent dépendants de ça et ne sont plus capables d'arrêter et de se réguler par rapport à ça. Et je vous mets au défi d'être plus intéressant qu'une émission de télévision, qu'un téléphone ou qu'un jeu vidéo. C'est impossible. Donc ça met en même temps le professeur dans une situation qui est presque intenable. Vous regardez, tout le monde en parle. Pour maintenir l'attention des adultes, il y a un changement de plan, donc un changement de caméra, toutes les 3 à 8 secondes. C'est ce dont on a besoin pour rester attentif à ce qui est en train de s'échanger sur le plateau de Guy Lepage. Aucun prof n'est capable de faire un changement de plan de séquence toutes les 8 secondes. C'est impossible. D'accord? Pourquoi est-ce que moi je me déplace? C'est parce que le simple fait de me déplacer, ça va amener déjà un peu plus d'intérêt pour vous. J'en suis très conscient. Si j'étais là tout le temps derrière mon pupitre en train de faire, il y a probablement quelques-uns qui bailleraient. Donc le fait de bouger, le fait de me déplacer, fait en sorte que je maintiens un peu plus votre intérêt. Je vais jouer avec ma voix aussi, je vais faire des changements de rythme. Oui? OK. Oh, seulement. Donc, c'est certain qu'il y a un paquet de choses qui vont se déclencher à cause des jeux vidéo. Quelques pistes éducatives. Retirer les écrans de télévision, les ordinateurs, les connexions Internet dans les chambres. Éviter les téléphones, surtout au moment du coucher. Enregistrer les émissions et les regarder en différé. Vous allez pouvoir zapper les publicités. Regardez avec vos enfants ce qui se passe à l'écran. Par exemple, moi, mes enfants, ils avaient, donc, comme je disais tantôt, ils avaient une dizaine d'années. Ils ont voulu, à l'automne dernier, regarder Subito Texto. Vous connaissez peut-être, c'est des ados, puis ils vivent un paquet de choses d'adolescents. Le seul problème, c'est que mes enfants de 10 ans commençaient à réagir comme dans Subito Texto. Mais si je n'avais pas été présent, ou ma blonde n'était pas présente pour regarder que ce que Subito Texto, qui est bien gentil, c'est pas une méchante série, mais je vois que par imitation, c'est pas l'idéal. Donc on a juste changé de série, une série qui se base plus sur les chevaux, et un univers un peu plus calme, dirons-nous, pour pas leur montrer des mauvaises idées. Réduire le temps passé en termes d'écran de loisirs, et surtout pas de télévision, pas d'ordinateur, pas de téléphone avant 3 ans. C'est certain que si vous regardez un toc-toc-toc avec votre enfant de 2 ans sur les genoux, c'est le contact avec vous qui va être important. D'accord? Mais laisser seul un enfant de moins de 3 ans devant la télévision, il va y avoir des atteintes neurologiques. Et il y a de plus en plus de preuves qui le démontrent. Encourager les jeux réels, aller jouer, sauter, salle de psychomotricité, vachement plus intéressant que de jouer à un jeu vidéo. Favoriser à l'extérieur de la maison si c'est possible. Par exemple, une des questions aussi,
Mes enfants, ils m'aiment pas quand ça arrive. Ben, c'est pas grave. Je fais mon méchant. Je m'ennuie. Ben, ennuie-toi. Non, mais t'as pas compris, je m'ennuie. Mais ennuie-toi. Non, non, mais là, t'entends pas, je m'ennuie. Mais oui, t'as le droit, on est en démocratie, t'as le droit de t'ennuyer. Tu t'imagines? Qu'est-ce qui se passe au bout de 10 minutes? Ben, il s'est inventé un jeu. La créativité naît de l'ennui. Si on est tout le temps en train de faire de l'entertainment avec nos enfants, quand est-ce qu'ils apprennent à savoir qu'est-ce qui est important pour eux dans la vie? Combien de jeunes ne savent pas à 20 ans ce qu'ils veulent faire dans leur vie? Peut-être qu'ils ne se sont pas assez ennuyés grâce à la télévision, grâce aux jeux vidéo, grâce à toutes les activités qu'on leur a mises trop facilement parfois à leur disponibilité. Alors, il y a un paquet de choses, en résumé, qui vont affecter le développement de l'enfant. La qualité de présence de l'adulte, ça, c'est quelque chose, j'imagine qu'avec les extraits que je vous ai montrés tantôt, vous avez compris. Phénomène mal compris actuellement, les situations anxiogènes chez les enfants, qui peuvent déclencher un paquet de symptômes. Et tant qu'on voudra médicamenter nos enfants avec des psychostimulants, on ne répondra pas, en termes éducatifs ou en termes thérapeutiques, à leurs besoins en termes de développement. Télévision, jeux vidéo, téléphone cellulaire ont des effets problématiques. La nourriture. Combien d'enfants arrivent à l'école sans avoir mangé le matin? De plus en plus, et avec le tas de pauvreté qui s'amplifie actuellement, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc les petits déjeuners sont quelque chose de très intéressant. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Il y a une expérience qui a été faite par Sudan Gate. Sudan Gate a travaillé avec une école primaire et toute la communauté du village où était située son école primaire. Ils ont enlevé 5 colorants de leur nourriture. Donc ils ont appris aux enfants et aux parents à identifier les colorants qui sont potentiellement toxiques, et ils les ont enlevés. Et pendant ce temps-là, ils ont filmé dans l'école la semaine avant, les 2 semaines pendant et la semaine après. Et on voit des enfants qui sont hyper excités, agressifs, tendus. Le directeur dit qu'il a une quinzaine d'interventions minimalement par semaine à pouvoir faire. On en arrive 2 semaines après, simplement avoir éliminé les colorants, 1 ou 2 interventions par semaine au niveau disciplinaire. Des enfants calmes, des enfants qui sont capables de pouvoir échanger, des enfants qui sont capables de pouvoir rentrer en relation avec les autres et de trouver leur espace et de respecter l'espace des autres. Donc la qualité de la nourriture va avoir une importance. Si vous avez des enfants qui boivent du Red Bull ou des jeunes qui boivent du Red Bull à tort et à travers, étonnez-vous pas que leur taux de sucre et leur taux de caféine dans le corps fait en sorte qu'ils ne seront pas capables d'être attentifs à ce que vous racontez. Les écoles. Parfois les écoles d'autorité, parfois les cours pédagogiques ou les objectifs pédagogiques ne répondent pas aux besoins en termes de développement de l'enfant. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des choses importantes à apprendre, mais il y a des cours qui sont biologiquement trop avancés pour que l'enfant soit capable de le suivre. Et oui, il vaut peut-être mieux que l'enfant double 1 fois ou 2. Oui, ça va être plate que de le mettre dans une situation d'échec continu, ou alors qu'on fasse une révision adéquate de nos programmes. L'autre chose aussi importante, c'est la longueur des cours. Moi, quand j'ai fait mon bac en pédagogie, on me disait qu'un enfant était capable de se concentrer 20 à 25 minutes en première année. C'est quand même drôle que toutes les émissions pour les enfants se basent sur cette durée-là. Mais pour l'organisation scolaire, on fait des cours qui durent jusqu'à 60, 65, 70, 75 minutes. Je peux comprendre que comme il y a de plus en plus de spécialistes, il faut essayer de trouver quelque chose qui permette une gestion de l'école adéquate. Mais en même temps, quel coût sur le développement de l'enfant ça va avoir? Puis la durée des évaluations formelles. Ça aussi, c'est une problématique. Quand vous avez des jeunes qui ont une dizaine de pages à répondre, pourquoi avoir besoin de 10 pages? Rien que déjà d'avoir 10 pages en main, c'est décourageant. Donc, est-ce que parfois nos professeurs ne mettent pas trop d'emphase sur le nombre de questions? Autre chose aussi, confusion des mots. On confond intensité et désorganisation. Moi, je suis quelqu'un d'intense et j'ai dû apprendre à canaliser mon intensité. Peut-être que je suis déjà désorganisé, mais est-ce que nécessairement les deux vont dire la même chose? Pas du tout. Et beaucoup d'adolescents sont intenses sans nécessairement être désorganisés. Parfois, ils sont adaptés maladroitement, mais ils ne sont pas nécessairement désorganisés. Mais si on ne les écoute pas, ils vont finir par se désorganiser, ce qui donne l'impression que notre jugement premier est adéquat. Intimidation et apprentissage des conduites sociales. On parle d'intimidation dans les CPE. Je suis désolé, mais l'enfant, son cerveau n'est pas assez développé que pour faire l'intimidation.
il n'est pas non plus assez développé pour faire de la manipulation. Il va faire des stratégies qui sont plates, qui sont inadéquates, qui sont inacceptables, mais il n'est pas assez mature que pour pouvoir avoir une idée de comment l'autre va réagir. À l'adolescence, on va voir. Et encore, il y a tellement d'adolescents qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils mettent sur Facebook, ça a un impact aussi grand que celui que ça a eu. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Leur intention, c'était peut-être d'être méchants, mais pas nécessairement d'intimider. Et c'est là qu'il faut faire attention à la manière dont on utilise les mots. L'impact de la pollution atmosphérique, des pesticides et de l'air dans les classes. Vous vous souvenez quand on était adolescent et qu'on passait d'une classe à l'autre au secondaire? L'odeur de la classe. Il y a des écoles qui commencent à s'équiper en Europe de petits boîtiers pour pouvoir mesurer le taux de toxicité de l'air des classes. Et quand ça crie, on demande d'ouvrir les fenêtres, grand ouvert, pour pouvoir aérer la classe. Parce que si vous n'avez pas assez d'oxygène et que vous avez trop de CO2 dans l'environnement scolaire, ben c'est certain que la capacité de concentration et l'effort que ça demande pour pouvoir maintenir la performance, ça va avoir une incidence. Puis l'autre chose aussi, faire attention à ne pas faire dire à la science que la science ne dit pas. Actuellement, on fait dire beaucoup de choses à la science qui sont des exagérations et c'est souvent des mensonges par omission. Mais ça permet de pouvoir faire vivre les laboratoires universitaires et les industries pharmaceutiques. Ça permet également de pouvoir combler les besoins de narcissisme de certaines personnes en manque de tendresse. Mais ça reste qu'on nous fait croire beaucoup de choses qui ne sont malheureusement pas étayées ou qui ne sont plus étayées par la science. Parce qu'il y a peut-être une étude ou deux qui nous ont allumé sur certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont encore d'actualité. C'est ça le monde de la recherche, ça évolue continuellement. Comme disait le nutritionniste, j'ai oublié son nom, qui a eu son émission, qui a fait campagne. Béliveau. Monsieur Béliveau, exactement, merci. Mais Monsieur Béliveau, ce qu'il disait, c'est que moi, tous les jours, je crée 10 nouvelles théories et j'en détruis 12. Parce que c'est ça le monde de la science, c'est de faire, de refaire et de refaire. Et parfois, ce qu'on transmet, et puis j'incrimine mes collègues, c'est parfois trop beau, trop édulcoré. Il ne faut surtout pas non plus montrer que la science a des limites. Problématique, qu'est-ce que c'est la normalité? Si la normalité d'un groupe, c'est ça, on va avoir de la souffrance. Martine, ça servait à quoi? Ça servait en fait à dire aux petites filles dans les années 50 comment elles devaient se contenir en société. Ce système de formatage des petites filles. Mais si moi je grandis avec cette idée-là, que c'est ça, une classe normale, je vais être découragé assez rapidement. En conclusion, un enfant blessé dans son intégrité ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Les systèmes comme le CPE, comme les écoles, peuvent être des ressources extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille dysfonctionnelle. Si je n'avais pas eu des super de bons profs dans mon parcours, tant au primaire qu'au secondaire, je ne serais pas devant vous. Donc, nous pouvons jouer un rôle en tant que mentor, en tant que professeur, en tant que personne capable d'accompagner des enfants, même s'ils viennent de familles qui sont en grande détresse ou en grande souffrance. Mais pour pouvoir faire ce jeu-là, pour pouvoir répondre à ça, il ne faut pas oublier que quand notre enfant ou se désorganise ou est trop intense, bien, ça parle de quelque chose qui se passe mal à ce moment-là. Je vois de plus en plus des adolescents qui se retrouvent avec des troubles de personnalité, comme le fameux borderline. Je fais partie de la vieille école qui dit pas de diagnostic de trouble de personnalité avant 20 ans. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin de temps pour se développer. Ça ne veut pas dire que ces comportements ne sont pas dérangeants. Ça veut juste dire que il n'y a probablement pas encore une structure de personnalité déficiente qui s'est mise en place et on peut encore leur échapper. D'ailleurs, beaucoup de gens qui avaient des syndromes, qui avaient reçu des diagnostics de troubles de borderline dans la vingtaine, comme par hasard, ça disparaît vers 40 ans. Parce qu'il a créé quelque chose qui lui permet de pouvoir se sentir plus en sécurité et de développer sa part d'humanité. Puis, par rapport aux jeunes, c'est quoi les comportements qui sont dérangeants? Quels sont les comportements qui me dérangent? Je reconnais que je peux être dérangé par l'attitude d'un adolescent ou d'un enfant. Ça, c'est déjà prendre soin de moi. Si je prends soin de moi, je peux devenir un contenant. Si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas être le contenant nécessaire pour accueillir la détresse de l'enfant ou de l'adolescent qui est devant moi.
Puis quand je m'adresse à l'enfant, quelle est sa peur? Quel est son manque? Quel est son besoin? Et si malgré toutes les punitions qu'on peut lui donner, il continue à avoir le même comportement maladroit, mais c'est qu'il y a un bénéfice. Tu sais, le jeune qui fait le clown en classe, il gagne sur 4 dossiers, fait partie du groupe, c'est lui qui fait le clown en classe, fait partie de la gang. Mais en même temps, c'est lui et pas les autres qui font. Donc il est dans le lien et dans la séparation. Puis en plus, quand vous êtes ados, même les post-ados, tu sais, on a le goût que le professeur nous apprécie. Donc, on va attirer l'attention du professeur en faisant le clown. Mais comme on fait le clown, on n'a pas l'air trop têteux. Donc, j'ai le lien avec mon professeur et j'ai en même temps la séparation. Je réponds à 4 besoins fondamentaux. Il va en falloir des punitions pour inverser le processus. Par contre, si le jeune, comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, on est capable de l'accompagner pour qu'il puisse arriver à se réguler lui-même dans ses besoins, d'accord? Il va être capable de pouvoir fonctionner. Je reprends le jeune dont je vous parlais tantôt. Après qu'il m'ait raconté l'histoire, c'est que j'ai repassé en revue les trucs qu'il pouvait avoir pour réguler son émotion dans son cours. La semaine suivante, il revient, le mercredi après-midi, à mon bureau, avec le grand sourire. « Hey, j'avais encore mon professeur, tu sais, mon professeur de sciences ce matin. Ouais, comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est bien passé, mais tu sais, il n'y avait pas de laboratoire. On était dans un local où il y a un professeur, quelqu'un qui est venu nous donner une conférence. Alors quand je suis rentré dans l'auditorium, le professeur m'a crié dessus encore une fois. Toi, tu vas là! Toute la classe était de l'autre côté. Et alors j'avais le choix. Je réagissais avec toute ma colère ou, ok, j'ai retravaillé. Il a retravaillé sa respiration, il a retravaillé sa capacité de pouvoir se réguler. Il s'est frotté les mains, il s'est frotté le cou, il s'est apaisé. Et il est reparti. Il était fier de lui. Donc la plupart de nos jeunes, quand ils ont des comportements dérangeants, ils demandent juste, d'être compris, qu'on les identifie, qu'on les aide à comprendre ce qui se passe. Vous savez, j'ai même des enfants de 7 ans qui me racontent des trucs sur le cerveau tellement ils aiment ça quand je leur explique ce qui se passe entre leurs 2 oreilles. Et la semaine suivante, ils me disent « Oh oui, tu sais, Joël, j'ai vraiment remarqué, tu sais, il y a ça, 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 puis là j'ai fait ça, 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 parce que je me souviens de ça, ça, ça. » Ils le mémorisent. Pourtant, c'est des enfants qui, bien souvent, arrivent avec on suppose qu'ils ont un déficit d'attention. Simplement parce qu'on les intéresse, qu'on parle d'eux, qu'on les ramène à ce qu'ils vivent, ils sont capables de